Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Rayonnante avec un épisode exceptionnel, une vraie masterclass de l'entrepreneuriat par Marine Bogabeil, qui est la cofondatrice de la marque Les Mini-Mondes. Depuis 2019, elle et son acolyte Quentin Horry bousculent l'industrie du jouet. Avec eux, c'est fini les héros genrés ou violents, place à des personnages inspirants, modernes, qui donnent envie aux enfants de découvrir le monde. Vous l'entendrez ? Marine, c'est tout sauf l'entrepreneur stressé et pressé qu'on imagine souvent. C'est plutôt le genre de fille énergique, toujours en mouvement, avec un état d'esprit très cool. D'ailleurs, quand on l'écoute, on perçoit tout de suite chez elle cette part d'émerveillement, cette curiosité naturelle qui résonne comme une évidence avec l'univers du jouet. Et pourtant, au départ, elle ne s'imaginait pas du tout évoluer dans ce milieu, et encore moins entreprendre. Alors dans cet épisode, Marine revient sur son parcours, sur son envie de casser les codes de l'industrie du jouet, sur ses débuts au sein des Mini-Mondes, sur l'importance d'écouter ses clients, jusqu'à l'art du rebond et du système D. Et si comme moi, vous étiez un peu perdu sur l'activité de la start-up et leur ambition, eh bien sachez que vous aurez toutes les réponses dans cet épisode. Mais je vous laisse écouter notre discussion. Allez, c'est parti. Hello Marine. Salut Elé. Bienvenue dans Rayonnante. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie. Trop cool. Écoute, je suis trop heureuse qu'on arrive à se caler toutes les deux. C'est trop bien. Ça a été une histoire, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis contente de démarrer cette semaine avec toi. Comment vas-tu Marine ? Je vais super bien. Je reviens d'une petite semaine de vacances, donc tu vois, au taquet. Ouais, tu me disais, Ouais. semaine de vacances sportives. Oui, une petite semaine de vacances de kite à Darla. Du coup, Marine, je suis trop contente aussi de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai envie de découvrir avec toi ce que vous faites avec les Mini-Mondes. Ouais. C'est pas toujours très clair pour moi, donc on va revenir sur ton parcours, sur toute l'histoire de votre marque aussi, qui est quand même une marque bien connue des Nantais, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, je te propose de commencer par te présenter, Marine, si tu veux bien. Avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Marine Bogabeil-Douge. Je viens d'avoir 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 15 mois. Et j'ai cofondé les Mini-Mondes avec Quentin Horry en 2019 à Nantes au sein d'un start-up studio qui s'appelle Imagination Machine, que j'appellerai IM si tu veux bien au fur et à mesure de nos discussions, parce que sinon, c'est un peu long. Ça marche. Je suis nantaise d'origine, mais j'ai pas mal déménagé quand j'étais petite, avec mes parents divorcés, tout ça. Et ensuite, j'ai fait le lycée Clémenceau à Nantes, qui est un peu une institution, alors je le dis. Et ensuite, j'ai fait l'IUT GEA. Et à la suite de ça, j'ai fait l'Institut de gestion de Rennes, qui est un IAE, pour faire de la gestion. Voilà, tu vois, un truc un peu classique. Je cherchais un cursus un peu généraliste et j'avais pas envie de faire une école de co. Du coup, l'IGR, super, trop bien passé. Et après ça, je suis partie voyager. Je suis partie en backpack en Asie pendant 4 mois et ensuite j'ai habité en Australie pendant 1 an. Et ensuite en Australie, tu sais, je faisais un visa vacances-travail là où tu bosses et tu peux voyager un peu. Moi, j'ai essentiellement bossé et vécu à Sydney avec toute une bande de potes de Nantes d'ailleurs. Et puis à la suite de ça, je suis partie à Paris quand je suis revenue. Et à Paris, j'ai croisé dans le train une de mes super copines de Nantes de lycée, qui, figure-toi, faisait du recrutement pour le retail. Et du coup, moi, je cherchais un job, tu verras pendant l'entretien, genre j'ai du mal à rien faire. Et donc, du coup, très rapidement, je dis « Ah ouais, un job, ok, vas-y, super ». Et donc, j'ai fait du retail pendant quelques années. Donc, tu vois, j'étais directrice adjointe d'une boutique sur les Champs-Élysées. Je bossais chez Zadig et Voltaire. Et puis le régional que j'avais est parti chez Comptoir des Cotonniers, donc je suis partie avec lui. J'étais au printemps, ils m'ont filé les Galeries Lafayette, donc tu vois, j'avais 26 ans et j'étais directrice du corner des Galeries Lafayette, qui est le plus gros bouclard monde en termes de chiffre d'affaires de comptoir, donc on était sur un bon gros truc. J'avais 15 bonhommes à gérer et tout, donc là j'étais un peu en mode waouh. Très opérationnel, très marrant, beaucoup de boulot. En plus, c'était les grandes années de Comptoir des Cotonniers, non ? Tu sais, c'était le moment où ils faisaient l'espèce de partenariat avec New Balance et tout. Tu te rappelles de ça ? Bien C'était sûr. là. Et donc, du coup, énorme carton. Et sauf que moi, je prenais quand même bien lourd à ce moment-là. Niveau boulot, tu vois, je bossais, c'est ouvert tout le temps, les galeries. Et le samedi et dimanche compris. Donc, tu vois, je faisais les week-ends parce que c'était les plus gros moments de business. Puis, j'avais en plus plein de reporting à faire et tout. Donc, tu vois, je me faisais vraiment bien rincer. Et la même amie qui m'avait fait rentrer chez Zadig au tout début, elle était rentrée chez Saint-Laurent.
Elle recrutait pour Saint-Laurent et du coup, je suis entrée chez Saint-Laurent et j'ai bossé au Faubourg Saint-Honoré pendant tout un petit moment. Et en fait, au Faubourg, pareil, j'étais genre l'assistante du directeur de la boutique. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que les gars avaient un peu rien mis en place sur le SAV. Tu vois, genre j'avais des nanas qui me ramenaient des sacs à 5 plaques et puis en fait, il y avait, tu sais, on écrivait sur une espèce de petite fiche et en fait, tu lui donnais ça puis c'était, enfin, ça me paraissait genre un peu archaïque, tu vois, comme fonctionnement. Du coup, j'avais dit, on n'a pas envie de faire un petit fichier Excel quand même, des sacs, puis tout ça, puis en fait, on n'aurait pas envie de storyteller un peu, parce que ce qui est génialissime, dans tous les sacs qui sont faits par la Maison Saint-Laurent, à l'intérieur, tu as une étiquette avec un espèce de code, une étiquette souvent en cuir, qui est gravée avec un code. Et les derniers chiffres, c'est le code de l'artisan qui a travaillé sur ton sac. Et donc du coup, quand tu envoies un sac en SAV chez Saint-Laurent, c'est envoyé en Italie, dans l'atelier où il a été fabriqué, et c'est le gars qui a fabriqué le sac qui répare le sac. C'est trop intéressant, c'est trop beau comme histoire. Et donc du coup, j'ai aidé la Maison Saint-Laurent à implémenter un logiciel de gestion du SAV et tout, donc ils m'ont envoyé en Italie, j'étais trop contente. Et puis ensuite, j'ai décidé de repartir faire un petit tour du monde. J'ai repris une année. Et là, je suis partie aux États-Unis faire un gros road trip sur la côte ouest, de genre Santa Cruz à Seattle. Excellent. En faisant tous les parcs et tout. J'ai fait du woofing aussi aux États-Unis. Et donc du coup, t'as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça aux US, j'ai fait ça pendant 1 mois. Et après, cette année-là, j'ai fini mon road trip par le Québec. C'était trop bien, voilà. Et puis là, je suis revenue à Nantes. Donc, atterrissage pas trop difficile ? Non, trop contente de revenir à Nantes. Et non, atterrissage pas trop difficile parce que j'ai trouvé un job qui était super intéressant chez Thierry Immobilier. Et en fait, il y avait plusieurs congés maternité à remplacer sur des trucs un peu différents, un peu de l'assistanat pour la vente, un peu du digital, un peu tout plein de trucs. Et du coup, moi, j'étais un peu à la croisée des chemins sur ces différents congés mat-là. Voilà, et en fait, c'était quand j'étais chez Thierry Immobilier qu'une de mes potes d'enfance, qui s'appelle Charlotte Bolla, qui a monté River Home au sein du startup studio Imagination Machine, m'a dit « Il y a un gars, il est en train de monter un projet autour du jouet, il est trop sympa, faut vraiment trop que tu le rencontres, t'adores les gamins, t'as toujours eu envie de faire un truc comme ça et tout. » J'étais là « Ok, coach ». Et du coup, j'ai rencontré Quentin comme ça. Ok, ton associé. Exactement. Et toi, t'avais envie d'entreprendre ? J'avais toujours été confrontée au même problème dans le monde de l'entreprise, c'est que ça n'allait jamais assez vite. Et en fait, je comprenais pas, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'étais passée, je comprenais pas pourquoi on faisait comme ça en fait. Je savais pas trop comment me situer par rapport à ça et je pense que Charlotte avait vu un peu, tu vois, cette brèche. Et étant elle-même entrepreneur, je pense qu'elle s'est dit, attends, je me reconnais là-dedans, je vais essayer de la mettre un peu sur cette voie-là, quoi. C'est comme ça que t'as rencontré Quentin, c'est comme ça que je rencontre Quentin, ouais. Je rencontre Quentin. Tu le contactes ? Ouais, je lui envoie un petit message sur LinkedIn. Et je lui dis, salut, c'est une de mes potes qui m'a parlé de toi et tout. Il paraît que tu montes un projet dans le jouet. Je sais que tu fais des user tests et tout. Si tu veux, tu peux m'interroger. Enfin, on peut faire un user ensemble, tu vois. Tu n'avais pas encore pour projet de rejoindre la boîte ? Ah non, pas du tout. Non. En fait, à ce moment-là, si tu veux, je me dis juste... en fait, ok, ce gars-là est entrepreneur. Peut-être qu'il peut un peu pseudo-valider mon profil entrepreneurial. Et au sein du Startup Studio, tu vois, il y avait donc Rob qui l'a monté, Rob Spiro, et Émilie Abel qui est son associée. Tu vois, elle qui avait géré l'incubateur d'HEC pendant plusieurs années et tout. Je m'étais dit, tu vois, c'est un peu des pros de l'entrepreneuriat. Ces gars-là, potentiellement, sauront me dire si ça peut matcher, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré Quentin comme ça. Et en fait, déjà, nous, fit humain, super validé avec Quentin. Et puis ensuite, j'ai rencontré Émilie qui m'a dit « Ah ouais, ok, bah oui, si t'avais un doute, oui, je te confirme, hein, le décalage, c'était ça, pour info. » J'étais là « Ah, trop bien, génial, je ne suis pas complètement débrousée. » Et du coup, après, validé aussi par Rob, et puis en fait, ils m'ont invité à rejoindre le projet. Et du coup, à l'époque, Benoît Thierry m'avait laissé partir, et franchement, vraiment super sympa, aidé pour que je puisse partir dans les meilleures conditions et pour entreprendre.
Et donc, tu l'as rencontré, Quentin? Vous êtes pris quoi, un café ensemble? Vous avez discuté de quoi tous les deux? On a mangé un boboon. Et l'histoire dit qu'il a craché une cacahuète dans mon boboon. Il me tuerait de raconter cette vanne. Parce que chaque fois, il me dit, Marie, tout le monde s'en fout. Mais moi, je trouve ça quand même super marrant. Parce que je trouve que ça montre bien, en gros, le niveau de proximité qu'on a eu super rapidement, de se dire, ah, mais en fait, on s'entend hyper bien. Ah, mais en fait... Tu vois, il me pitchait un peu la méthode IM. Ouais. C'est une méthode qui essaye de minimiser l'intuition écrasante de l'entrepreneur au profit du besoin du client. D'accord. C'est super, ça paraît un peu évident comme ça, mais en fait, ça te permet de, via des user tests, une méthode très lean où en gros, tu vas interroger tes clients en vrai sur ton produit. C'est eux qui vont finalement dessiner la conception du produit, tu vois, avec toi, qui vont co-créer. Et du coup, cette méthode de co-création avec l'utilisateur final, elle est monstrueuse parce qu'en fait, ça te permet de hyper rapidement savoir si tu fit ou pas avec ton marché, tu vois. Et en gros, Quentin, m'a pitché, tu vois, lui, il me pitchait le projet, je vivais le projet, quoi. Et en fait, en même temps qu'il me pitchait les trucs, je me disais, mais c'est tellement trop malin de faire ça. C'était quoi le projet au départ, le projet des Minimondes? Le projet au départ, c'était en gros, on partait du constat de départ que le jouet, c'était 75 000 tonnes de déchets par an en France. Pas de filière de recyclage parce que dans un jouet, t'as un bout de plastique comme ci, un bout de plastique comme ça, un coup d'électronique, une vis, un machin qui fait que voilà, ça se recycle pas. Et donc, fort de ce constat-là, c'était de se dire comment on fait des jouets mieux fabriqués. Et donc, en gros, l'idée de départ, c'était ça. Donc, il me pitchait des projets de et toi, est-ce que tu aurais envie d'un jouet en bois plutôt qu'en plastique? Ah ouais, mais pourquoi? Est-ce que pour toi, l'écologie, c'est important? Est-ce que tes enfants, ils ont déjà des jouets peut-être seconde main? Est-ce que, tu vois, il essayait de creuser un peu autour de ce sujet-là. Et au-delà, moi, de ce qu'il me présentait, je me disais surtout, c'est super cet entonnoir-là que tu es en train de me faire, parce que en ayant fait un institut de gestion, j'avais quand même pas mal de notions de marketing. Et du coup, je trouvais ça super smart, son approche. Et en gros, j'ai commencé à lui dire, ah, mais si tu veux, je pourrais genre t'aider à faire un peu des users, ou peut-être je pourrais te faire une plaquette, enfin, tu vois, des trucs... Et de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré donc Rob et Émilie et ils m'ont invité à rejoindre le projet. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça a démarré. Et c'était en quelle année? C'était en 2019. Quentin a fait une vidéo sur LinkedIn avec un pull rouge en disant « Salut, je suis entrepreneur, j'ai envie de casser les codes du monde du jouet et tout, machin ». Et en fait, ça a vachement pris, on s'est rendu compte que ça intéressait vachement de gens et tout. Et du coup, on s'est mis en branle pour réussir à sortir un prototype d'un jouet 100% plastique recyclé, fabriqué en France, qui était du coup ce qui était ressorti. C'était les insights de tous les user tests qu'on avait fait. Voilà, et donc en gros, on s'est lancé comme ça. On a fait une précommande sur un jouet. Vous avez mis combien de temps à lancer ? Peu de temps, tu vois, parce qu'en fait, on a fait une précommande sur le jouet au mois de juin 2019. T'as eu combien de précommandes ? Plus de 1000 précommandes. On avait fait juste une petite landing page à la maison, enfin, vraiment en toute détente. On n'était pas passé par une plateforme. Ouais. Et du coup, on avait juste lancé ça comme ça sur LinkedIn, en fait. Et l'idée pour nous, c'était que cette précommande-là, ça nous permettait de payer l'acompte pour outiller le moule. Donc tu vois, c'était quand même genre tout pile. Hein. Et en fait, il se trouve qu'on se donne un mois de précommande et au bout d'un mois, on a fait nos 1000 précos. Rob nous dit, allez, vous pouvez me le dire à moi, genre pas vraiment 1000. On était là, genre vraiment 1000. Et donc on était super contents, très bon accueil. Et ce qui était drôle, c'est que tu vois, les early adopters, dans les 1000, c'était pas vraiment nos parents, nos frères, nos sœurs. C'était vraiment des gens qu'on connaissait pas, qui étaient sur LinkedIn et en fait, dont on a vu que le sujet jouait, le sujet mettre du sens dans la chambre de tes enfants. Ça faisait vachement écho. Donc ça vous a conforté dans votre idée, le fait d'avoir ces clients-là. Et c'était pas les parents que vous aviez interrogés au départ ? Notamment, les gens avec qui on a co-créé étaient vraiment très présents par la suite dans l'aventure. Mais pas tous, parce que tu sais, t'as quand même souvent un biais, t'as toujours un peu les mêmes typologies de personnes qui te répondent. Et donc du coup, on payait aussi des gens en mettant des petites annonces sur le Bon Coin, tu vois. En fait, on a la rapidité avec laquelle on a trouvé le market fit était folle. Et ensuite, on s'est vraiment engouffré et en même temps, on n'avait pas trop le choix que de le valider parce que tu vois, c'était quand même des investissements industriels, je te dis, de l'outillage pour faire un moule. Et attends, justement, si on rétropédale, donc entre le moment où vous avez eu cette idée de concept, le moment où vous avez interrogé tous ces parents, il s'est passé combien de temps ? C'était une histoire de 2 mois, 3 mois ? 2 mois. Ouais. 2 mois, vous validez votre concept. Ouais. Là, vous lancez les précos.
Ouais. Et là, il se passe combien de temps entre le moment où il y a les précommandes et le moment où vous avez Où le réellement... jouet sort. Ouais. Oh my god, il se passe que dalle, parce qu'on le sortait pour le Noël 2019. Et tes précommandes ont été lancées quand ? En juin. Là, c'est surtout que déjà, on avait breaké un peu le game du market fit parce qu'on avait réussi à valider tout ça en 2 mois, à trouver un concept et tout, machin. Enfin, on avait été super vite. Encore une fois, méthode IM. Et sauf que là, ensuite, il fallait surtout qu'on arrive à aller super vite sur la partie industrielle. Mais là, en face de toi, t'as pas des entrepreneurs. Hein. Enfin, si, les industriels sont des entrepreneurs aussi, mais je veux dire, c'est des grosses machines, tu vois. Faut usiner, faut acheter de l'acier, Puis il faut les sourcer. Comment vous les avez trouvés ? De fil en aiguille, on a trouvé un studio de design spécialisé dans le jouet à Nantes qui s'appelle Studio Boost. Eux nous ont fait rencontrer un bureau d'études qui est à Angers, à côté d'Angers, qui s'appelle Actech. Et donc, tu vois, on a de fil en aiguille, c'est Actech qui nous a fait rencontrer Actuaplast, qui était l'injecteur avec qui on a bossé. Vous avez déroulé la pelote et vous êtes allé jusqu'au bout de la chaîne de production comme ça, quoi. Ouais, mais assez facilement, en fait. Pas facilement, je dirais, d'autant que, si tu veux, en gros, nous, le gros enjeu qu'on avait, c'était quand même de faire certifier CE, certification européenne, un jouet, sachant que c'est la norme la plus drastique au monde, la norme CE. Et les 2 domaines dans lesquels ils sont les plus pointilleux, c'est l'alimentaire et les jouets enfants. Et donc, en gros, il fallait qu'on arrive à faire certifier une matière 100% recyclée. Sachant qu'en gros, si tu veux, la matière recyclée, jusque-là, c'était utilisé pour faire des roues de poubelle. Pas du tout des objets avec des enjeux de cette envergure, en tout cas en termes de certif. Et donc, là, on commençait... Tu veux dire que le Playmobil n'est pas issu de matière recyclée ? Voilà, c'est exactement là où je veux en venir. Oh, surprise. On avait quand même un peu dans l'idée de faire bouger les gros comme ça. Hein. Il y avait quand même cet enjeu matière. On a essuyé des grosses, des gros échecs là-dessus. Et puis en fait, il fallait quand même qu'on livre au mois de décembre, quoi. Donc là, c'était une petite course contre la montre, mais on a fait certifier. Ça prend du temps d'avoir une certification ? Ouais, ça prend du temps. Et en fait, le laboratoire national de métrologie et d'essai, qui est français, le LNE, son antenne pour tester le jouet, devine où elle est. Là où se trouve 95% de la production mondiale de jouets, en Asie. Et quand tu fabriques ton jouet en France, tu l'envoies en Asie pour le faire tester. En Asie pour qu'il soit testé. Ça n'a pas de sens, quoi. Ton jouet en France qui est envoyé en Asie. Mais sauf pour eux, ils n'ont pas d'antenne en France. Et tu vois, finalement, on a eu des études complémentaires et tout, parce que tu sais, les jeux, bref, je rentre pas dans le détail, mais tu testes plusieurs cahiers de la norme, etc. Et t'as des trucs qui sont quand même faisables en France. Donc voilà, mais toute une histoire. Tout ça pour dire que finalement, Noël 2019, le jouet, il est certifié, il est livré, il est emballé par nos parents avec nous dans un hangar pas chauffé. Et ensuite, on livre nos clients, quoi. Nos 1000 premiers clients, évidemment, plus tous ceux qu'on avait eus jusqu'à Noël. Et du coup, on se fait un premier gros Noël. On est 3 dans la boîte. Il y a Quentin, enfin, il y a évidemment IM, donc Rob et Émilie qui sont là en soutien tout le temps, qui sont des cofondateurs à ce moment-là, en gros. Il y a Quentin, Nico, qui était un stagiaire qu'on avait aussi embauché, qui était notre premier employé, et moi. Comment tu vis toute cette période ? Trop bien. Émulation de fou. Pas stressant ? Si, hyper stressant. Mais de toute façon, la vie d'entrepreneur est stressante si t'acceptes pas d'avoir... Enfin, tu vois, notre vie, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Donc, si, stressant. Mais toi, pour une première expérience entrepreneuriale, toi qui plonges dedans, tu l'as bien vécu, quoi. Moi, je me sens à l'aise pour la première fois de ma vie. Ouais. En fait, je me dis, OK, là, ça va assez vite. Genre, limite, quelqu'un a une pédale de frein, genre, quelque part, ou non, c'est genre rythme normal. OK, cool. Et donc, tu vois, sur le rythme, j'ai été super contente. Et sur les enjeux, hyper contente. Et puis, tu fais un truc de dingue. Tu vois, t'as envie de mettre entre les mains des enfants des jouets hyper bien fabriqués. Trop bien. Tu trouves du sens à l'impact, ce que tu fais. En tout cas, moi, ça me nourrissait à fond. Et surtout, ce qu'il en ressort très rapidement, c'est que post ce premier Noël, on appelle tous nos clients. Enfin, tous nos clients. Avec Quentin, on prend notre téléphone, on s'appelle 200 clients. Et on leur dit, les gars, est-ce que vos enfants ont joué avec les mini-mondes à Noël ? Est-ce qu'ils étaient contents de le voir sous le sapin ? Oui. Combien de temps ils ont joué ? Oui. Est-ce qu'ils ont pété des trucs ? Oui. Oups. Est-ce que, enfin voilà. Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite ? Et tout le monde nous a dit, en fait, très cool, la petite famille qui part faire le tour du monde en van. Mais en fait, on a envie d'en savoir plus, quel pays ils visitent, où on va, quoi. Et du coup, là, on se dit, OK, le business du jouet, c'est super saisonnier. Tu vois, t'as 3 mois dans l'année où tu bosses, quoi, en gros. Octobre, novembre, décembre. Tu fais plus de 70% de ton chiffre d'affaires sur 3 mois de l'année, sur une saison, quoi.
Et donc du coup, on se dit comment on vient mettre un peu de récurrence dans le modèle. Évidemment, tout ça, petite graine lancée par IM et qui germe dans nos têtes. Et on se dit, en fait, on va se créer du contenu, on va mettre à disposition des familles du contenu. Justement, on va voyager avec eux. On va faire ça sous un format magazine. Parce qu'attends, si on revient justement sur tes jouets de départ, tu parles d'une famille qui faisait le tour du monde, c'est ça ? Ouais, du coup, le jouet de départ, c'est un petit kit avec un van un peu, tu vois, un type un California, quoi. Ouais. 4 petits personnages. Et en gros, l'idée, c'était on part faire le tour du monde avec eux. Et on avait glissé habilement un petit bouquin dans les cartons de jouets en disant, c'est la veille du départ, on fait une fête de départ, on prépare les valises et tout. On dort pas très bien parce que demain, on part vers l'inconnu, mais ça va être trop génial. Et puis, allez, hasta la vista, quoi. Et donc du coup, les clients nous disent en fait trop envie d'avoir du contenu de qualité, qui nous fasse voyager, qui soit pas genré et tout. Et là en fait on se rend compte que derrière le jouet bien fabriqué, il y a aussi un autre besoin, qui est celui de raconter un peu un nouveau monde, tu vois, aux enfants. En tout cas, les parents d'aujourd'hui ont cette envie de raconter quelque chose de positif, d'ouvert sur le monde. Et parce qu'en fait, à l'époque, on avait aussi testé nos clients sur quelle est, selon vous, la qualité la plus importante chez un enfant. Et c'était l'ouverture, tu vois, que les enfants soient sociables. Du coup, sachant qu'il n'y avait pas eu encore le premier confinement ? Ouais, pas encore. Et donc, en fait, on s'est engouffré dans cette brèche. On était trop contents parce que nous, c'était ça qu'on avait envie de raconter. Et donc, on a commencé à faire un petit magazine qui était à la base tous les 2 mois dans ta boîte aux lettres. Et le premier devait arriver en mars 2020, bien sûr. Covid. Excellent. Et donc, en fait, si tu veux, premier mois, gros délire. Les gens sont chez eux, les gamins aussi. Et donc, en fait, on fait genre 3000 abonnés premier mois. Parce que là, pareil, tu as fait via une précommande ? Comment ces 3000 abonnés ont entendu parler de votre magazine ? Ouais, on s'est refait une précommande. Si tu veux, on avait déjà toute notre base de données clients du jouet. Ouais. En fait, on a envoyé des mails à ces gens-là et en leur disant, en fait, les gars, on va faire un magazine, vous vouliez voyager, on va voyager, tu vois. Et donc, toujours la méthode de co-création. Donc, on a embarqué des gens à nos côtés, des instits, moi, ma sœur qui était instit. Enfin, tu vois, mon cousin qui est écrivain, qui écrit des bouquins pour enfants. Tellement cool d'avoir cette famille. Et donc, en fait, si tu veux, on a fait ça entre nous et avec des clients. Et donc, en fait, on a sorti un mag, dispo, frais, en mars. Et en fait, on éclate les scores dès mars. Et tu vois, c'était exponentiel. Au mois de décembre 2020, on a 20 000 abonnés. Et en fait, au sein de la team IM, tu as une team IT. Et en fait, qui fait partie de tous les avantages que tu as quand tu es dans un startup studio, c'est qu'en fait, tu as une team IT à tes côtés pour pouvoir mettre dans la réalité un projet. Et donc, nous, on avait un site qui était destiné à acheter du jouet one-shot. Et en fait, grâce à des super devs, tu pouvais faire ça. Puis tu pouvais aussi t'abonner à un magazine, donc sur un principe de business recurring, tu vois. Donc, c'était complètement différent. Abonnement mensuel Ouais, c'était bimestriel à ce moment-là, ce qui veut dire tous les 2 mois. Parce que sinon, tu te dis bimensuel. Non, en fait. C'est intense. C'est bimestriel. Ouais. Et donc, voilà, on commence comme ça et on finit l'année. On est 5 dans la team, on a 20 000 abonnés. Et là, forcément, on se pose la question de lever des fonds. Fin 2020. Ouais. Et on lève mi-2021. Avec quelle ambition ? Quelle idée ? On lève 2,5 millions avec pour ambition de déployer le jouet, véritablement, tu vois, qui était que sur notre site et de le déployer de manière, à plus grande échelle. Ok, donc trouver d'autres canaux de distribution. Ouais. Et ce jouet-là, pardon, je reviens sur... tu as eu tes 1000 premiers clients. Entre-temps, tu as continué ta production de jouets et tu as continué quand même à les vendre, même si tu nous as expliqué, je l'ai bien en tête, que c'est un business saisonnier. Quand même en parallèle de la... Ouais. Carrément, c'est juste que je te dis, tu fais 70% du business sur les 3 derniers mois de l'année, quoi. Mais ouais, bien sûr, t'en as un peu au fil de l'eau. Ouais. Et comment les gens, du coup, connaissaient ton jouet ? T'arrivais à recruter aussi des clients jouets, entre guillemets, via ton magazine ? Ouais, carrément. Alors après, il y a eu un énorme cercle vertueux entre le mag et le jouet, complètement. Ouais. Et au-delà de ça, la manière dont on le faisait rayonner, c'est que Quentin, c'est vraiment un RP man. Non, mais il est super fort là-dessus, super fort en com, très créatif. Il a déployé des efforts pas possibles. On a fait plein de vidéos pour expliquer ce qu'on faisait, pour expliquer le pourquoi on le faisait. Et en fait, sur LinkedIn, ça a été un très gros canal de diffusion. Et puis on est passé un peu dans toute la presse, tu vois, mais genre du Parisien à Ouest France. Et là, toute cette retombée médiatique, vous l'avez senti sur les ventes ?
un peu sur les ventes, mais surtout vraiment sur le rayonnement du projet, tu vois. Et ça, c'était très cool. On parlait vraiment pas mal de nous, tu vois, dans les maternelles, qui est une émission animée par Agathe Le Caron, ouais. qu'on adore. Et ouais, exactement. Et sauf que, tu vois, ça, on pensait que ça allait avoir vraiment des retombées énormes. Un peu comme peut l'avoir aujourd'hui l'émission Qui veut être mon associé. Tu passes dans Qui veut être mon associé et genre le soir même, ton site explose. C'était vraiment genre le truc qu'on voulait. Et sauf qu'en fait, ça n'est jamais arrivé. On a eu vraiment une progression plutôt lente. Sauf évidemment en fin d'année où en fait, on explosait les scores, comme convenu. Mais du coup, ce qui était très cool, c'est qu'en fait, fin 2020, je sais pas si tu te rappelles, mais les magasins étaient de nouveau fermés. En fait, les 20 000 abonnés qu'on avait au MAG, on a réussi à les transformer sur du jouet. On n'était pas tellement dans une politique commerciale agressive. On bossait avec une boîte qui s'appelle Marketing Flow, super cool, qui a été montée par Pierre Guilbeault et Mégane Bouteloup. Je les cite parce que je les adore, ces gars-là. Ils aident que des boîtes à impact. Ils sont super smart, très malins sur le market, ils comprennent vraiment beaucoup de choses et ils ont une approche qui est très qualitative. Et donc c'est en fait comment tu fais percevoir la qualité de ton produit à ton client, la valeur ajoutée de ton produit à ton client, sans être ultra agressif commercialement. Et en fait, on en avait plein de trucs à dire. Forcément, tu vois, on faisait tout bien, donc c'est sûr que c'est plus facile. Et puis ensuite, les mags ont pris de plus en plus d'ampleur parce que le format a vachement plu, parce que les clients se sont attachés aux personnages, parce que en fait, on a réussi à faire une super progression. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, on a 45 000 abonnés et on est en croissance tous les ans. Ce qui est cool parce qu'en gros, tu satures quand même sur un segment, un titre. Généralement, tu satures plutôt vers à moins de 50 000. Tu vois, les très gros, c'est à peu près ça. Donc en fait, c'est quand même assez cool, tu vois, d'être là où on en est. C'est que par abonnement. Ouais, tu peux pas acheter un numéro comme ça en one shot. Si, sur le site, on met souvent les anciennes destinations en vente aussi parce que tu vas en Croatie cet été. Croatie, c'était l'année dernière. En fait, t'as envie de l'avoir one shot. Donc, si, on les met, on les enlève en fonction des stocks, des dispos. Tu les as en one shot sur le site. Okay. Et effectivement, sinon, t'as un peu une formule liberté où c'est t'es prélevé tous les mois et t'arrêtes quand tu veux. Soit un engagement sur 6 ou 12 mois, tu vois, la classique abonnement. Et parce que si on revient à cette levée de fonds, là, tu nous disais que tu avais levé donc 2,5 millions pour développer justement d'autres canaux de distribution. C'était ça l'enjeu, l'objectif de cette levée de fonds ? Ouais, c'était notamment ça. Et il y avait aussi le fait de faire rayonner la marque. En fait, avec Quentin, depuis le début, ce qu'on se disait, c'était qu'on avait envie que nos petits héros, à nous, qui sont des héros, entre guillemets, ce qu'on appelle des bons gars, tu vois. C'est un gars et une fille. On n'a jamais trouvé d'expression qui marche aussi bien que de dire des bons gars, tu vois. Des gens bien intentionnés, qui ont envie juste de kiffer, mais aussi de faire les choses bien, tu vois. Et nos petits héros viennent un peu gratter le dos de la patte patrouille, tu vois, qui est super cool, mais qui est pas très inspirante, en fait. Enfin, même si ton gamin est vite hypnotisé, en fait, tu vois, il y a ce truc très les gentils, les méchants, comment on sauve la vallée. Nous, on avait envie de dire, en fait, si tu suis Oscar et Sacha, tu découvres le monde, tu t'éclates aussi, c'est tout plein d'aventures, mais tu portes un message de fond qui résonne plus, selon nous, chez les parents, déjà, de 1. Et puis chez les enfants en 2, parce que tu as vraiment cette double cible, tu vois, quand tu es sur ce segment-là. Jusqu'à 7 ans, en fait, c'est plutôt le parent qui est prescripteur. Donc, il fallait que tu touches autant les enfants, que tu parles autant aux enfants qu'aux parents, quoi. Exactement. Et donc, du coup, la levée de fonds, elle était aussi là pour nourrir cette ambition-là. Et elle l'a bien nourrie, puisque, tu vois, on a aussi développé 2 autres projets super cool. En un, pas mal le dessin animé. On s'est frotté à l'animation parce que, en fait, si tu veux, aujourd'hui, ce qui crée clairement le lien affectif entre un enfant et un petit héros, c'est un dessin animé. En fait, tant que tu lis l'histoire et tout, c'est trop cool, mais le jour où ils voient le dessin animé... Et donc, en fait, nous, on avait envie de se créer ce moment de genre « Je suis trop fan ». Et vous n'avez pas eu peur de vous prendre un tollé de la part des parents qui, justement, cherchent à faire en sorte que leurs enfants regardent moins d'écran ? En fait, je pense que si tu veux dire ça en 2024, c'est compliqué, tu vois. 50% des jobs que vont faire nos enfants demain, ils n'existent pas aujourd'hui. Et ils seront faits avec l'intelligence artificielle, avec les écrans, avec du code, du dev, du tout ce que tu veux. Et donc, en fait, évidemment, avant 3 ans, il n'est pas question d'avoir des écrans. Genre, ça, c'est une certitude, parce que, tu vois, il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que ça foutait en l'air les discussions entre les synapses de tes neurones et qu'en fait, t'as pas du tout envie de faire ça. Donc, clairement, avant 3 ans, pas question. Mais à partir de 3 ans,
c'est le moment où tu as le droit de regarder 10 minutes de télé par jour pour voilà. Et donc l'idée pour nous, c'était plutôt d'être à ce moment-là, pas avant. Et encore une fois, de venir mettre du bon sens. En vrai, je pense que tu le sais aussi, mais si tu as 3 enfants, tes enfants, ils regardent un dessin animé de temps en temps. Tu vois, on avait... jamais. Franchement, non, ça m'arrange pas du tout pour aller prendre une douche, de les mettre 10 minutes devant, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'avait pas envie d'être fermé et ultra arrêté là-dessus. Enfin, tu vois, dans le sens où pour nous, ça fait partie de leur vie. Et tu vois, genre, moi, j'en ai regardé vachement des dessins animés. Ma sœur, elle a 50 plus que moi. Donc autant te dire qu'elle avait le droit et qu'en fait mes parents pouvaient pas m'enfermer dans ma chambre non plus. Donc moi du Club Dorothée j'en ai bouffé. Je crois pas que ça fasse de moi quelqu'un de, tu vois, complètement à côté de mes pompes. Et du coup je pense qu'il y a une question de bon sens en fait. Il y a des trucs qui sont ok, il y a des trucs qui sont pas ok. Et un peu d'écran c'est ok pour nous. En tout cas c'est notre vision du truc avec Quentin. Et au-delà de ça, on avait aussi envie de mettre l'écran au service de mets tes baskets et va dehors. Je m'explique, c'est le deuxième projet qui était une application de chasse au trésor. Je dis elle est toujours en marche, mais on n'a pas pu la développer autant qu'on voulait. Parce qu'en fait, la mission des mini-mondes, c'est de mettre les familles en mouvement. Tu peux les mettre en mouvement parce que tu leur donnes envie de voyager. Évidemment, c'est un peu l'ADN du projet. Mais voyager, ça ne veut pas forcément dire, tu vois, c'est pas super élitiste d'aller en Thaïlande. Tu vois, c'est loin, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Voyager, ça peut aussi être aller au parc à 5 minutes de chez toi. Et là, t'organiser une chasse au trésor, l'idée, elle est trop cool. C'est en gros, tu crées un trésor et tu vas le cacher. Et tu le prends en photo, tu le géolocalises dans l'appli. Et du coup, quelqu'un d'autre peut le trouver. Et du coup, nous, on avait envie de faire un peu ce principe-là, mais avec des petits trésors dans les magazines. En fait, tous les mois, tu fais des petits do-it-yourself, tu crées un peu tes trésors. Et l'idée, c'était, tu mets ton trésor des mini-mondes dans un petit pot à confiture avec la petite étiquette, puis tu vas le planquer dans un endroit, et puis du coup, quelqu'un d'autre va le trouver. Et en vrai, le sujet, il est infini, il est trop cool. Et en plus, tu peux mettre des objets partout dans le monde, c'est génial. Enfin bon, on avait même l'idée que les enfants puissent s'échanger des mots, tu vois, un peu dans toutes les langues et tout. Et sauf que, en fait, le plus gros biais de ce truc-là, c'est ton enfant, il fait son trésor. Il a zéro envie de le donner. T'appelles tes clients. Les gars, est-ce que vous avez joué à l'app et qu'est-ce que vous en avez pensé et tout, c'est trop cool et tout. On a fait le trésor, mais ils voulaient pas le mettre dans le truc. Et sauf qu'une fois que t'as 15 réponses comme ça, t'es là, bon bah j'ai l'info, hein. Les enfants ne veulent pas donner leur trésor. Et donc du coup on s'est dit ok, il faut qu'on fasse une grande opération, tout le monde fait des trésors, genre vous faites 4 trésors et vous en cachez 3 et vous en gardez un. Et sauf qu'en fait tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu vois, on avait imaginé de faire un peu un tour de France, des trésors et tout, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire. Donc l'app est bien online, mais pour le moment, on n'a pas encore réussi à complètement motiver les troupes. Et si je reviens sur le magazine, comment est-ce que vous faites pour penser l'éditorialisation du magazine, tu vois, comment est-ce que vous faites pour finalement avoir un contenu qui soit riche, qui soit accessible, mais sans forcément tomber dans le cliché, tu vois? Alors, il y a une question de cliché. En fait, si tu veux, il y a toujours ton curseur, il faut que tu arrives à le mettre entre le cliché et le chiant. Parce que les enfants, ce qui les intéresse, c'est quand même... Enfin, tu vois, t'as besoin de venir les trouver à un endroit où ça les intéresse, quoi. Donc, t'as l'autoroute des animaux, où là, t'es sûr qu'avec les animaux, ça marche. Et d'ailleurs, c'est un hook qu'on utilise beaucoup avec eux. Voilà, ça leur plaît. Et effectivement, comment t'évites aussi les clichés ? Quand on se pose la question, on se dit toujours, genre, est-ce que quand je dis ça de ce pays, je représente la France avec un béret, une baguette et un camembert, tu vois ? Est-ce que c'est ça que je suis en train de faire ? Et si ça ressemble à ça, alors c'est chiant et on le fait pas. Ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit. Pour nous aider à faire ça, on a toujours des locaux. Tu vois le quotidien d'un enfant qui vit dans le pays. Trop bien. Alors on n'arrive pas toujours à avoir des locaux, des gens qui sont nés là-bas. Comment vous faites pour les trouver ? Franchement, c'est toujours des copains de potes de ma tante, de ton oncle, qui étaient à Système l'école D, avec quoi. Ce gars-là, tu vois. Ouais, Système D, c'est toujours par connaissance, par réseau. Et quand on trouve pas sur nos réseaux sociaux, tu vois, on fait un appel à la communauté en disant vous auriez pas... Voilà, donc parfois c'est des expats quand on n'arrive vraiment pas à trouver, parce qu'on trouve toujours ça plus cool de parler de la vie d'un expat dans le pays que de pas en parler du tout. Voilà, mais on a toujours un regard, tu vois, local sur ce qu'on fait. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est fondamental pour éviter les clichés et pour éviter les bourdes, ce qui ne nous a pas empêché d'en faire. Ah ouais, genre quoi ? Le drapeau de l'Italie à l'envers, ça c'était une bonne bourde.
Ça, c'était une bonne C'était déjà imprimé ? gourde. Ouais, bien sûr. C'était Ah oui. imprimé chez les clients. C'est les clients qui nous l'ont dit. Ah, Évidemment. sympa. Et il y avait un autre truc, attends. C'était la capitale d'un pays. Tu sais, cette histoire de capitale administrative et capitale un peu... bien sûr. voilà. Un peu comme il y a en Australie. Bah tiens, c'est l'Australie, Canberra. Évidemment, on s'est rattrapé. Et encore une fois, tu vois, on se remet toujours un peu les pieds sur terre en se disant que ça va, on sauve pas des vies non plus. Tu vois, à partir du moment où tu as rattrapé ta bourde, on estime que c'est OK. C'est un peu toujours cette histoire de bon sens. Faut pas perdre de vue que notre but, c'est vraiment de faire apprendre des trucs cool aux gamins avec des petits héros qui sont sympas, qui leur parlent et tout. C'est trop bien. L'idée, c'est de les ouvrir au monde. C'est ça notre ambition, et de, encore une fois, mettre les familles en mouvement. Et vous êtes toujours dans cette démarche responsable, donc est-ce que par exemple tu choisis du papier certifié aussi, les techniques d'impression et tout, vous travaillez ça ? On a imprimé en France très longtemps, et je te dis ça parce qu'on vient tout juste de changer pour l'Espagne. Et oui, sur du papier certifié, etc. Donc le papier avec lequel on bosse c'est toujours certifié, tu sais, c'est des forêts durables. Par contre, on a changé d'imprimeur parce qu'en fait, on avait une réalité économique qui était là. On a eu la crise du papier pendant le Covid qui a fait exploser les coûts du papier. En vrai, c'était vraiment difficile. On a eu vraiment du mal à trouver une équation sur le tout France. Et aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont quand même importants. Et donc, du coup, on a fait le choix d'aller en Espagne chez des gens qui travaillent super bien, qui travaillent avec des grandes maisons françaises. Donc, tu vas un peu rattrapé par la réalité économique de ce point de vue-là. Mais encore une fois, on s'est dit qu'il valait mieux continuer d'être là et déployer du contenu de qualité plutôt que d'être trop arrêté sur cette question-là. Et d'autant plus que, tu vois, l'Espagne, ça reste pas très loin. Et c'est un des plus gros imprimeurs européens. Donc, tu vois, c'était quand même finalement assez cohérent de le faire comme ça. On sent chez vous quand même une grande agilité. À rebondir d'une crise à l'autre. Ouais, t'es obligé. Et à vous adapter. T'es obligé. En fait, si tu veux, nous, c'est notre métier. Nous, avec Quentin, on dit toujours... En gros, notre métier, c'est de nous adapter, tu vois, et d'aller répondre à une demande que les clients n'avaient pas forcément identifiée ou qui était subtile encore, enfin, tu vois, signaux faibles chez eux, et d'aller développer ça. Et pour nous, c'est trop cool, toujours dans un état d'esprit d'impact positif sur le monde. Donc ouais, c'est notre job, quoi. Et vous en êtes où alors ? Raconte aujourd'hui entre ces jouets, ces magazines, ce contenu que vous... Voilà, cette pelote du contenu là que vous tirez. Vous en êtes où aujourd'hui ? Eh ben écoute, super question. Je te dis tout ça. Donc le magazine, en gros, c'est vraiment le cœur du projet. Aujourd'hui, le magazine, en tout cas, le contenu, et ce qu'on a envie de déployer comme contenu positif. Donc le magazine, c'est un peu, tu vois, le cœur du réacteur. En tout cas, c'est de là que ça part. Le jouet, on en fait moins, en tout cas plus en plastique, parce que très compliqué de trouver une équation économique quand t'es pas un master toy, donc j'entends un très gros fabricant de jouets, genre Mattel, Hasbro, Spin Master. Tu as des gens qui ont des énormes capacités industrielles. C'est encore plus difficile quand tu le fais avec du plastique recyclé, qui est en gros 4 fois plus cher qu'un plastique vierge. C'est encore plus compliqué quand tu le fais faire en France, où tu as un tome qui est genre 10 fois plus cher qu'en Asie. Donc il y a un moment où, tu vois, encore une fois, il fallait genre faire un choix. Et vous êtes jamais dit, pardon, je te coupe, tu vois, sur cette histoire de plastique recyclé, vous êtes jamais dit on va sur du bois, qui est peut-être plus tendance pour ta cible aussi, et qui s'inscrit toujours dans cette démarche écologique. C'était une des premières questions qu'on a posées à nos clients. Et en fait, les clients nous ont dit moi j'adore le bois, c'est trop cool et tout, mais mes enfants jouent pas avec. Parce qu'en fait, le plastique, c'est fantastique. Le plastique, c'est léger. Le plastique, ça peut prendre toutes les formes. Le plastique, ça prend toutes les couleurs du monde. Le plastique, tu peux dessiner des yeux hyper expressifs. Tu peux faire, tu vois ce que je veux dire ? Alors que le bois, tu peux pas. Et donc en fait, si tu veux, dans la chambre des enfants, les jouets en bois étaient plutôt délaissés au profit des jouets en plastique. Et donc en fait, on s'était dit, attends, si on fait un jeu en bois pour qu'il soit pas utilisé, en fait, on produit un déchet, tu vois. Donc, on préfère faire du plastique. En fait, l'avantage génial du plastique recyclé, c'est que tu as tous les avantages du plastique, mais avec un sourcing qui est propre. Donc, c'était juste génial pour nous. Mais pourtant, vous avez abandonné ça. Ouais, en fait, l'idée, c'est pas d'abandonner, c'est plutôt de se dire que ça, on va le confier justement à un gars qui sait le faire, dont c'est vraiment le métier, avec un cahier des charges mini-monde. Donc, un cahier des charges mini-monde, c'est une matière 100% recyclée.
D'autant que nous, on a déposé une formule. Voilà, donc tu vois, l'idée, c'était de le faire juste de manière plus responsable. Et ça, on l'a toujours dans l'idée, tu vois, l'idée de confier à un moment vraiment cette verticale-là. Donc le magazine, évidemment, l'idée, c'est de le conserver. Et à côté de ça, en fait, on a vraiment envie d'aller vers plus de contenu. Et du coup, dans le contenu, il y a ce que je te disais, le dessin animé. On a fait un premier petit dessin animé, un petit échantillon à Noël dernier. Et donc l'idée, c'était plutôt de montrer à des producteurs que, tu vois, notre univers pouvait vivre à l'écran. Et du coup, c'est très cool, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et on a notamment un producteur là, avec qui on est bien avancé pour pouvoir proposer le projet ensuite à un diffuseur. Donc tu vois, ça c'est un projet qui est là, qu'on a vraiment super envie de faire atterrir. Et à côté de ça, il y a toujours ce projet d'app, chasse au trésor, mettre les familles en mouvement. En fait, là-dessus, on a l'impression d'avoir une potentielle mine d'or, tu vois, dans le sens où, en fait, toi, t'as envie de faire des trucs avec tes enfants le week-end. T'as envie de faire un petit trésor qui prend 30 minutes le matin, où c'est pas compliqué, t'as découpé des rouleaux de papier toilette que t'as peint, t'as fait une carpe coille, tu vois, et puis en fait tu l'as mise dans un pot de confiture, t'as mis les bottes et les caouets à tout le monde, parce que oui, c'est bottes et caouets toujours là en ce moment, et t'es allé les cacher, et tu vois, t'as fait une activité en famille, tes gamins sont trop contents, toi t'as le sentiment du devoir accompli, et après tout le monde fait une bonne sieste l'après, mais c'est cool, t'as un peu de temps. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette app. On a hyper envie de la développer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà un peu où on en est. Et par rapport à Imagination Machine, vous êtes encore hébergé par eux Alors, non, tu sais, le principe, c'est que, en gros, tu prends ton envol généralement au bout d'un an, ou en tout cas quand tu as fait ta première levée. Donc nous, on est parti assez rapidement, tu vois, en 2020-2021. Et donc, du coup, les liens qu'on a avec Imagination Machine, c'est qu'ils sont toujours à notre board, donc présents sur les discussions macro, entre guillemets. Ils ont des parts dans la boîte, du coup, c'est ça ? Ouais, ils ont des parts dans la boîte, ouais, complètement. Okay. Le fonctionnement, c'est ça. Et donc, ils sont très présents au début, surtout avec des entrepreneurs, entre guillemets, débutants, qu'on était avec Quentin, tu vois, on n'avait pas monté... Enfin, Quentin avait déjà monté une boîte. Et du coup, ils nous ont beaucoup accompagnés de manière très opérationnelle sur les débuts. Et puis ensuite, ils gardent vraiment un rôle plutôt board, vision. Et évidemment, tu vois, on a aussi créé des liens hyper cool qui font que, en fait, si j'ai quoi que ce soit, un sujet où, tu vois, qui me tord les neurones, je peux toujours prendre mon téléphone et ils ont toujours un quart d'heure pour nous, quoi. Donc ça, c'est très cool. Il y a un peu un sentiment de famille, tu vois, qui s'est créé entre le Startup Studio, nous, et puis aussi tous les copains de la promo. Parce que, tu vois, nous, dans notre promo, t'as Jo, effectivement, qui fait des tampons en coton bio. T'as Bim, qui fait des panneaux solaires plug and play. T'as Smala, qui fait de la seconde main pour des fringues enfants. T'as tout plein de boîtes qui fonctionnent bien, qui sont... dirigées par des gens absolument super. Et du coup, ouais, il y a vraiment ce truc un peu de famille IM qui est très chouette parce que tu vois, comme tu le disais, c'est des hauts débats vachement l'entrepreneuriat. 2023, ça a quand même pas mal secoué d'un point de vue économique. Donc c'est cool de pouvoir compter sur des membres de ta famille. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte ? On est une bonne dizaine. Et tu disais, ouais, 2023, ça a été compliqué d'un point de vue économique. Là, avec le recul, ça a été quoi l'expérience la plus compliquée pour toi à gérer depuis le début de cette aventure ? Je dirais que c'était mon retour de congé mat. C'était en juillet dernier. Bah tiens, ça fait 1 an, tu vois. Ouais, non, ça, c'était le moment le plus compliqué parce que j'ai eu des petits soucis de santé à ce moment-là. Et du coup, j'étais incapable de gérer des soucis de santé. Tu sais, au début, moi, mon corps, c'est une machine. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tous les deux, on a toujours fait équipe. Ça s'est toujours super bien passé. Et du coup, j'avais jamais été mise face à ce défi-là, qui est un défi de, genre, se calmer un peu. Et du coup, c'était super dur pour moi de gérer un moment où en fait j'avais terriblement envie de reprendre, d'aller refiler un bon coup de main à mon cofonde parce que gérer une boîte tout seul quand tu l'as montée à 2, c'est pas marrant. Parce que c'était une année effectivement qui était assez difficile d'un point de vue économique et que du coup en fait t'as envie d'aller aider, quoi. Et sauf qu'en fait j'ai mis quand même pas mal de temps à retrouver, tu vois, le rythme un peu.
Et du coup, ça a été super dur, mais plutôt psychologiquement. Enfin, physique et du coup, psychologique aussi, et du quoi. coup, un impact plutôt psychologique. Et après, franchement, la chance inouïe que j'ai eue, c'est que déjà, Quentin a été juste incroyable, tu vois, dans la manière qu'il a eu d'accueillir le truc et de m'aider, quoi, vraiment. Ça, c'était super. Et puis la team aussi, hyper présente, enfin vraiment des investisseurs compréhensifs, enfin cool. Donc ça s'est bien parce que passé. comment est-ce que tu as géré ça? Tu t'es fait accompagner? Tu as eu des conseils qu'on t'a donnés qui t'ont marqué à ce moment-là? Qui t'ont aidé à Non, aller pas de l'avant? particulièrement. En fait, juste, tu vois, du soutien de dire, bah en fait, oui, là, faut juste que tu te calmes un peu, que tu te poses un peu, et qu'en fait, juste prends le temps, quoi. Lâche un peu prise, la boîte va pas s'effondrer, loin de là. Et fais ce que tu peux, quoi. J'avais un peu ce truc de, moi, je suis à 125% en permanence. Dans les moments de rush à 200%, mais mon rythme de croisière, c'est 125, tu vois. Donc en fait, quand tu peux être qu'à 70... Ouais, c'est frustrant. Ouais, super frustrant. Donc ça, tu vois, j'ai vachement grandi là-dessus. Finalement, c'était le moment le plus dur, mais c'est aussi celui qui m'a, je pense, le plus aidé. Et tu me confies en plus en off que Quentin aujourd'hui habite à Rennes et Tout donc à du fait. coup il est toujours dans la boîte mais présent physiquement le lundi et mercredi. Ouais. Comment est-ce que vous répartissez les rôles tous les deux? En gros, attends, je te réexplique le truc. Avec Quentin, on n'est jamais d'accord. C'est un truc de dingue. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que si quelqu'un nous posait une question sur un sujet, genre, moi, je disais A, lui disait B. Donc, on aidait personne. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'en tirant chacun la couverture à nous, finalement, tu vois, on arrive toujours à se retrouver dans une sorte de compromis de couette qui fait que c'est la meilleure solution qu'on pouvait trouver. C'est la plus renseignée, entre guillemets, enfin, c'est la plus logique. Et donc, du coup, on a fini par se dire, OK, on fait toutes nos réunions, toutes nos visio managers ensemble pour pouvoir avoir le débat en direct live, tu vois, et atterrir directement sur la solution qu'on va choisir, qui est le bon compromis. Donc ça, tu vois, en fait, on le fait toutes les semaines et ça s'est super bien installé comme ça. Et après, on a évidemment nos sujets de prédilection. Quentin s'occupe de toute la partie commerciale, marketing, com, et moi, je m'occupe de toute la partie produit, opération. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est dispatché les rôles. Ouais. Et tu dirais que vous êtes complémentaires aujourd'hui? Ah ouais, hyper complémentaires. En fait, je pense que la chance qu'on a, et c'est aussi la beauté d'IM d'avoir fait, tu vois, ce match, quoi, c'est que on est très différents dans notre manière d'approcher les sujets. Mais par contre, sur le fond, sur notre why, sur pourquoi on fait ça dans la vie, on est hyper raccord. Donc en fait, sur les sujets de fond, on est tout le temps raccord. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, en fait, on est porté par la même chose. On veut faire la même chose dans la vie. Sauf qu'après, moi, j'ai une approche, j'ai fait un institut de gestion. Tu vois, faut quand même que s'il y a un produit, il y a une charge, faut que ce soit carré. Vous êtes d'accord, alignés sur la vision, mais sur la manière de le faire, c'est là où il peut y avoir des désaccords. Et Quentin, je suis plus carré, il est plus rond. Et le truc, c'est que Quentin, il peut avoir genre 4000 idées à la minute et moi, je fais le tri. Ok, ça, j'aime bien, ça, machin, ça, c'est pas possible, ça me paraît compliqué, ça, c'est foutraque, mais ça, c'est génial. Donc, on fait un peu le tri et puis on se fait l'entonnoir et à la fin, encore une fois, on arrive toujours sur quelque chose de sensé. Et donc, ouais, hyper complémentaire, mais aussi très similaire sur... Je te dis la raison pour laquelle on fait ça, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment important. T'as un état d'esprit, je trouve, hyper positif. Comment est-ce que tu cultives ça? C'est inné ou tu le travailles? Non. Moi, quel est ton secret, Marie? Non, en vrai, j'ai toujours été genre hyper positive, d'une manière générale. Une gamine qui se marrait tout le temps et tout, machin, toujours très tout va bien, voilà. Après, ça a ses limites, hein, comme je te le disais. Quand parfois la machine t'arrête un peu, tu vois, c'est moins marrant. Mais en tout cas, moi, j'ai ce truc en moi, c'est sûr. Quentin l'a aussi à 200%. Et je pense que c'est aussi vraiment un facteur clé de réussite. C'est d'avoir, tu vois, cette flamme de... C'est ok, en vrai, enfin, c'est trop bien, c'est challengeant, c'est bien, faut y aller, ça se tente. Tu vois, cette énergie-là hyper... Ouais, hyper positive, hyper créatrice, hyper genre on croque la vie à pleines dents et on croque l'entrepreneuriat à pleines dents. Et aussi, il y a ce goût pour le rire qui est, je dirais, un peu aussi un ciment de notre duo. C'est qu'il y a ce truc de, au fond, on veut la même chose.
Genre en gros faire du bien autour de nous, quoi. C'est ça qu'on a envie de faire. Le ciment de tous les jours, c'est de vraiment mettre ce positif, tu vois, se marrer, quoi. Et après, nos 2 visions complémentaires sur moi carré, lui rond, et donc comment on fait en sorte que ça rentre, quoi. C'est quoi ton moteur au quotidien ? Bah, je pense que j'ai un moteur macro qui est vraiment celui de faire un truc bien de ma vie. Franchement, un truc qui fait du bien aux gens autour de moi. Ça, c'est un truc qui me drive, vraiment. Et puis après, au quotidien, franchement, je dirais ça. Je dirais, ouais, le rire, pas mal. Le fait d'être dans un truc de bonne ambiance, tu vois, d'énergie, quoi. Et puis, quand mon fils se réveille à 8h aussi, ça, c'est vraiment genre... ça, c'est vraiment un truc génial dans ma vie, qui m'inspire beaucoup. Plutôt que 6h30, c'est ça que je veux dire par là. Non, mais J'avais ouais, peur de ce que tu allais me dire, Non, non. parce que moi, j'ai plutôt des enfants de la team 6h30, et donc quand Ah, elle yes. se réveille à 8h, je suis la plus heureuse du monde, j'ai l'impression d'avoir fait une grasse mat. Donc j'avais peur que tu me dises... Ah non, 8h, c'est nul. Ah non, l'enfer. Non, je te ferai pas ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, en vrai... Au-delà du taf et de tout ça, le fait d'être devenue maman, c'est un gros driver aussi. Tu vois, j'ai jamais été aussi fière de faire les mini-mondes que depuis que j'ai mon fils. Parce qu'en fait, je mets vraiment à profit tout ce qu'on a créé et qui est super cool, tu vois. Genre, je m'en rends compte avec lui. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et comment est-ce que tu gères justement hyper ce côté grisant. vie pro, l'entrepreneuriat qui peut être un rouleau compresseur, et vie perso où tu as aussi un fils de 15 mois qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention? Je le vis pas du tout comme un rouleau compresseur. En gros, moi j'ai l'impression que l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de liberté, mais c'est beaucoup de responsabilité. Il y a des moments où ça me pèse lourd, fort sur les épaules. Et du coup là, mon enjeu c'est de pas donner ça à mon fils. Mais par contre, dans mon quotidien, je trouve que la liberté que j'ai de faire ce que je veux quand je veux, et si j'ai besoin de bosser à 2h du mat, en fait, je peux le faire. Et si mon fils est malade et que j'ai dû le gérer, bah en fait, je le fais parce que c'est comme ça, parce que ma priorité, c'est lui, en fait. Je trouve que la liberté, elle est super. Là où je te dis, j'essaye de faire attention, c'est quand ça me pèse, ça me tire un peu dessus, comment je fais en sorte de, pas lui donner ça, tu vois. C'est là où je trouve qu'il peut y avoir une limite. Tu vois, quand on me dit toujours « Ah ouais, mais toi, t'as 2 bébés, les mini-mondes et ton fils. » Bah non, les gars, j'ai un bébé, c'est mon fils, et j'ai une boîte. C'est pas la même chose. En tout cas, pour moi, la distinction, elle est très claire. Et avec Marceau, j'ai de l'émotion. Avec la boîte, j'ai des sensations. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, je vis un truc, c'est super excitant et tout, j'adore ce que je fais, et ça m'est vital. Quand je le fais pas, je suis pas bien. Mais par contre, j'ai qu'un seul bébé, ouais. Et justement, sur tout ce qui est conscience écologique, est-ce qu'il y a eu, tu vois, des lectures, des films, des ouvrages qui t'ont éveillé sur ce sujet ? Non, ce qui m'a éveillée principalement, c'était de bosser dans le textile et de savoir que c'était le plus gros pollueur au monde. Ça m'a foutu vraiment les boules. Et je me suis dit, je veux plus faire ça. Et du coup, non, pas particulièrement de lecture. Après, il y a un gars que je trouve vraiment hyper inspirant, c'est Yvon Chouinard, le gars qui a créé Patagonia, qui était juste un mec qui faisait de la grimpe à la base, et qui a créé des piolets. Tu sais, en gros, une de ses premières inventions, c'était des piolets qui flinguent pas la roche. Et puis ensuite, après, il a développé tout un tas de trucs. Je trouve que ce gars, il est passionnant. Et surtout, le fait qu'il est... T'as lu son livre ? Non, j'ai pas lu son livre. Faut-il ? J'ai lu pas mal d'extraits, mais j'ai pas lu le livre en entier. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans cet univers ? De l'enfance en particulier, je dirais qu'il faut avoir ce truc un peu chevillé au corps. Enfin, tu vois, faut aimer véritablement, je sais pas, genre moi, tu vois, quand je me suis lancée dans les mini-mondes, j'adorais voir un enfant jouer avec un truc, voir tu vois, dans quel sens, comment il commençait. Tu vois, j'ai joué beaucoup avec mes nièces et tout, à comprendre. Enfin, il faut avoir cette envie-là, ou il faut avoir cette envie de divertir véritablement. Tu vois, Quentin, il avait plus cette approche-là, vraiment de divertissement. Du coup, je pense qu'il faut qu'à un endroit, ça te touche fort pour que ça marche. Et d'une manière plus générale, tu vois, un conseil que je donnerais à un entrepreneur, je dirais que c'est 2 choses. En un, et ça c'est IM qui me l'a appris, il faut mettre le moins d'affect possible avec ton projet. C'est hyper dur, mais sauf qu'en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles parfois ça marche pas, c'est que t'as une intuition, t'as envie d'aller au bout, t'es sûr de toi. Sauf qu'en fait, c'est pas toi qui achètes ton produit. Tu vois, tu peux être un des users de ton produit, mais c'est pas toi qui fera que t'as un marché en fait. Et donc du coup, ne pas mettre d'affect, confronter systématiquement son produit à son marché, c'est selon moi ça qui fait que très rapidement tu peux aboutir sur le bon produit pour la bonne cible. Et donc vraiment il y a ce truc de pousse pas dans un sens parce que tu penses que c'est le bon.
pousse dans le sens où tes clients te disent de pousser, tu vois. Ça, c'est selon moi fondamental. C'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième, c'est... ça va faire genre méga entrepreneur américain quand je vais te dire ça. C'est un peu un truc qui dit genre go fast or go home. Dans le sens où je pense que s'il y a un truc qui doit marcher, assez rapidement, tu sens une traction. Et du coup, s'il n'y a pas de traction, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et donc en fait, il faut être agile. Il faut rapidement... Il faut que, tu vois... si on compare ça à du kite... Bah, si t'es pas dans la bonne fenêtre de puissance, tu le sens tout de suite, tu vois. Si t'es trop, que t'as pas assez de puissance, tu coules. Si t'as lancé ton aile trop fort, tu te fais arracher et tu te prends un litre de flotte dans la figure. Il faut aller là où le vent te pousse, tu vois. Et le vent, c'est tes clients. Et avoir du coup cette présence d'esprit de te dire, attends, genre là, si ça tire pas, c'est que c'est pas là qu'il faut aller. Non, mais ça rejoint ce que tu disais aussi sur le fait de ne pas mettre d'affect. C'est que du coup, comme tu n'as pas d'affect, tu peux vite aussi faire preuve d'agilité, laisser tomber un projet et te dire que tu vas de l'avant. Et nous, on a eu une chance inouïe avec les mini-mondes, c'est qu'on a été au bon endroit au bon moment, on a fait les bons users, on était juste là où on était. Parce que vous avez écouté votre marché. Exactement. Et donc l'attraction, elle était naturelle. Et donc en fait, on s'est laissé emmener. Mais c'est parce qu'on a mis la méthode en place qu'en fait, on a pu aller vite et bien. Qui est le truc où ta grand-mère te dit toujours vite et bien ne vont jamais ensemble. Et bah si, c'est possible. Mais il faut une méthode. Merci Marine, c'est hyper inspirant. Je vais terminer le podcast parce que je vois le temps qui file sur des petites questions sur Nantes. Oui. J'aimerais savoir en quoi est-ce que créer les mini-mondes à Nantes a été un avantage selon toi ? Écoute, c'était un avantage parce qu'on était porté par le studio Imagination Machine qui est à Nantes, qui était super connecté à tout plein d'acteurs locaux, que ce soit des financeurs, des prêteurs, des super entrepreneurs, que des gens en heurts. Non mais ça c'est fou parce qu'en vrai, tu vois, j'ai l'habitude de dire que quand tu lances un projet au sein d'un startup studio, c'est un peu le faire sur un plateau d'argent. Et là c'était Nantes et c'était génialissime parce que tout l'écosystème nantais était déjà un peu impliqué, tu vois, dans ce startup studio à impact. Et du coup, je pense qu'on a eu beaucoup de résonance downtown et que ça nous a beaucoup aidé. Et qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont envie, tu vois, d'aller vers ces projets-là. Il y a la cantine numérique aussi qui nous a accueillis et bien aidés. Enfin, donc ouais, Nantes, super. Ils sont où aujourd'hui, vos locaux ? On est toujours à la cantine numérique à la L6. Cool, donc sur l'île de Nantes. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de travailler à Nantes ? Moi, c'est ma ville. Je suis née ici, donc déjà c'est super cool parce que j'ai toutes mes attaches. Ce que je trouve très cool, c'est que c'est une grande ville, Nantes. Donc tu vois, quand tu as envie de tester du produit, tout ça, tu arrives super facilement à le faire. C'est une ville qui a la côte, donc super cool aussi. Et puis il y a l'océan pas loin, et ça c'est vraiment très très cool. Enfin, en tout cas, pour moi c'est un truc important. Et qu'est-ce que tu aimes faire justement à Nantes ? Écoute, essentiellement maintenant faire des tours de vélo D4 allongé avec mon fils. Voilà, ça j'en fais beaucoup. Tu peux nous croiser un peu partout. Aller dans les super restos des tables de Nantes, ça c'est un truc que j'adore faire. On a la chance, tu vois, d'avoir plein d'actualités culturelles. Là, avec les machines de Lille et tout, c'est trop bien. Enfin, franchement, trop chouette. J'aime bien sortir aussi. Il y a une asso qui s'appelle Trampolino, qui est sur l'île de Nantes, qui fait pas mal de musique. En vrai, ils ont une programmation qui est toujours géniale. Donc, j'adore aller voir des concerts à Trampolino. Voilà. Et est-ce que tu as des adresses que tu voudrais partager aux éditeurs de Rayonnante ? Ouais, carrément. Je sais que tu as reçu Pierre-Antoine de Maison Arlot. Super épisode que je conseille à tout le monde d'écouter. Ah ouais, et il est trop sympa. Et en fait, ce qu'ils font avec CJ, donc sa femme, c'est génial. C'est juste des produits de dingue, trop bien travaillés. C'est pas qu'une boulangerie, c'est aussi un resto en fait. Et en fait, tout est bon. Et moi qui suis une grosse fan de bouffe, franchement, je trouve que c'est super. Et j'ai mangé dans ce que je considère être le meilleur restaurant de la ville, et pour moi, un des meilleurs restos que j'ai fait, qui est Sepia. Où la
la chef est une femme, je le précise, que j'ai trouvé que c'était encore plus cool. Ouais, elle avait participé à Top Chef, elle. Ah, elle aussi, parce qu'il y avait Sarah Mingui, Ouais. tu sais, qui avait... Et la vainqueur. saison d'après, ou celle encore d'après, je suis un peu perdue dans les Ah saisons. ouais, c'est possible. Elle avait participé. Ah ouais, ok. Ouais, bah, je crois que j'en Elle n'est pas avais allée entendu aussi loin que parler. Sarah, mais elle avait Franchement, participé. sa cuisine. C'est trop bon. Pareil, si tu nous écoutes, franchement, bravo. Mais on l'avait déjà félicité en sortant du restaurant en disant « Oh là là !» Donc voilà, très cool. Je disais Trampolino pour les concerts, Ouais. moi j'adore. C'est une asso en plus, ils sont top. Et puis après, le cinéma Léo 14A, qui est le petit cinéma Carrément. à Ouais. Réussite de Nantes, qui est vraiment génial, je trouve. Ouais, trop bien. Merci Marine pour Avec ce plaisir. temps aujourd'hui, c'était trop cool. Ouais. Et pour ton témoignage, c'était trop sympa. Avec grand plaisir. À bientôt Marine. Ouais, salut. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.